de Tristan Bernard, l'étrangleuse. La comtesse. C'est insupportable. Voilà une demi-heure que je la demande, cette communication. Il me la faut pourtant. Ce soir, ce sont des hommes qui font le service de ce bureau. Ils répondent encore moins. Entre la servante, Florestine. Madame la comtesse a sonné? Je m'impatiente avec ce téléphone. Voilà une demi-heure que je m'y fatigue mes mains de praticienne et mes longs doigts fuselés. C'est curieux. L'appareil marchait pourtant très bien cet après-midi. C'est à ne rien y comprendre. J'aurais voulu dire à ma mère que le comte était parti jusqu'à demain. Faites donc venir Benoît, ce vieux serviteur de ma famille, qui a vu naître mon grand-père. Votre vieux serviteur, madame la comtesse, avait deviné votre désir, car le voici venir, courbé vers l'âge. Approchez, Benoît. Il se passe des choses singulières avec ce téléphone. Je sais très bien que vous n'êtes pas très familiarisé avec cette invention moderne, puisque vous aviez déjà passé 80 ans lors des premières applications de cette découverte. Oui, madame la comtesse, j'ai 97 ans. J'ai vu la grande révolution. Vous devez faire erreur, car pour avoir vu la grande révolution, il faudrait en plus ou moins un demi-siècle, et vous n'avez pas besoin de cela. Madame, vous n'allez pas m'apprendre ce que j'ai vu. Placez la grande révolution où vous voudrez, c'est votre affaire. Pour moi, j'y étais. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il y avait Robespierre, Danton, le général Boulanger, qui m'ont parlé comme je vous parle. Et Bismarck était là aussi, qui faisait le siège. Ah, la grande révolution! Maintenant, pour ce qui est de votre téléphone, s'il ne marche pas, c'est que le fil a été coupé. On a creusé cet après-midi dans le jardin, et on a coupé le fil. C'est probablement des malfaiteurs. Grand Dieu! Il s'en est aperçu. Vous voilà encore, vieux poltron avec vos idées de malfaiteurs. Il n'y a pas de malfaiteurs. Je n'ai pas peur, moi. Je suis une arrière-petite-fille de preux. Je suis une sang-bleu. C'est égal. C'est bien imprudent de laisser constamment dans votre armoire 800 000 francs de bijoux. Chaque soir, ça me travaille, ces idées-là. En bas, à l'étage en dessous, je remue dans mon lit, et je me dis, c'est peut-être ce soir qu'on l'assassine. Je ne suis tranquille que quand je vous entends chanter. Tranquillise-toi, mon vieux Benoît. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Comme il n'est pas trop tard, je descends avec toi pour vérifier quelques comptes des fermages, voir ce que deviennent nos terres, et si je pourrais cette année continuer à éblouir Paris de nouvelles robes somptueuses et de joyaux plus éclatants encore. Ils sortent. Florestine. Ah, j'ai cru qu'il ne s'en irait pas. C'est curieux. Quand on est sur le bord du crime, quelle impatience fébrile on ressent. Placé dans cette maison, il y a 6 mois par la Société des étrangleurs du monde, j'ai épié jour et nuit, minute par minute, les habitudes de la comtesse. Je me suis insignée dans sa confiance. Et maintenant, oh, triomphe de ma perfidie, l'heure est venue d'accomplir mon forfait. S'il ne s'était agi que de la comtesse, je n'aurais pas eu besoin de complice. Autour de son frêle cou aristocratique, mes doigts pieds bien noués avec vigueur auraient fait joyeusement leur besogne de haine. Et son râle de mort aurait été une musique enivrante. Oh, la poison! Mais à ces cris, on aurait pu arriver, m'arrêter, alors j'ai prié la société de m'adjoindre un bon ouvrier, le grand Bibi du 6e. Arrivé, le grand Bibi. Entre le grand Bibi. Je vous demande pardon. Je suis fichu comme un voleur.
J'ai déménagé une villa à la tombée de la nuit du côté de Billancourt. Et j'étais à peine rentré que je trouvais ce mot de la société où on me disait de prendre ma trousse pour un travail de nuit. J'ai trouvé la porte de derrière ouverte, et me voilà. Je n'ai même pas pris le temps d'étudier le petit plan. Dépliant le plan, C'est le jardin. Au bout du jardin, un autre bâtiment. Le concierge, le jardinier, le valet de chambre et le cocher. Le jardin est très loin, et de cette forte main que voici, j'ai coupé les sonnettes. Le téléphone ne marche plus. Bien. Est-ce que de ce côté, il n'y a pas un poste de police? Les agents dorment enivrés par un narcotique que je leur ai fait verser par une de mes camarades du quartier. Le commissaire ne viendra pas les déranger cette nuit. Un de nos affilés l'a emmené à une répétition générale et le fera souper avec lui jusqu'à 4 heures du matin. Dans la maison. La comtesse seulement? Et un vieux domestique de 97 ans. J'ai même fois essayé de le faire disparaître. Mais il est inusable. Il avale de l'arsenic comme du sucre en poudre. Après-midi, qu'il dormait, je lui ai versé du plomb fondu dans la bouche. Il l'a recraché en disant « Quelle sale blague !» Il n'en a gardé qu'un tout petit peu pour garnir ses dents creuses. Je l'étranglerai. Il a si peu de souffle qu'il n'a presque pas besoin de respirer. Il faudrait lui presser le cou pendant 24 heures. le grand Bibi tira un grand couteau avec un soupir. Alors le surin s'impose. Je déteste en venir là, parce que ça fait du gâchis, et que ça abîme les effets. C'est vrai, je déteste ça. J'en suis à ma 38e opération. Mais j'en ai bien fait une 30aine à sec. C'est curieux. D'abord, vous êtes effrayant. Et au bout d'un instant, vous paraissez très gentil. À vous voir, on dirait que vous ne feriez pas de mal à une mouche. Et on aurait raison. Je ne vois pas l'utilité de faire de mal à une mouche. Je ne fais pas le mal par plaisir. Je l'ai fait uniquement par intérêt. Mais le métier me dégoûte, si vous voulez mon opinion. On a beau être aussi propre que possible. C'est tout de même répugnant. Et puis c'est dangereux. Si vous avez une petite écorchure, il n'en faut pas plus pour attraper une maladie. Enfin, s'il faut tout vous dire, quand j'étais jeune, je faisais ça sans y penser. Maintenant, j'ai près de 40 ans. Je commence à me dire que j'ai tort de tuer, que ce n'est pas bien. Je n'oublie plus mes crimes aussi facilement. Je ne digère plus mes remords. Je n'ai pas de remords pour il y a 20 ans, parce que c'est trop loin. Mais toutes mes victimes plus récentes, je les revois quelquefois en dormant. Ça ne me fait pas plaisir. C'est l'estomac Peut-être bien. ou de la subsession, ce qui s'appelle. Que ce soit ceci ou cela, c'est embêtant. Si je trouvais une bonne petite place dans les tramways ou dans les chemins de fer, je lâcherais tout le bazar. Ça peut se trouver. D'autant plus que je n'ai pas de casier judiciaire. J'étais 2 fois à Clairvaux, mais sous un faux nom. Voici le premier coup de minuit. Madame ne va pas tarder à remonter. Qu'est-ce que vous attendez? J'attends le second coup de minuit. C'est toujours solennel. Eh bien, minuit ne sonne pas. C'est étrange. On dirait que l'horloge hésite. Est-ce qu'elle ne sonne pas plus vite, d'ordinaire? Si, j'ai peur. Quelqu'un aura arrêté le battant. Ce n'est que la demie de 11 heures. C'est égal. Nous n'avons pas la conscience tranquille. Il faut nous concerter, car madame, ce soir, peut remonter plus tôt. Voici le coffre-fort, où sont enfermés les bijoux. Ce coffre-fort s'ouvre au moyen d'un mot. Comme madame n'a aucune mémoire, elle a écrit ce mot sur un morceau de papier qu'elle porte sur sa poitrine. Vous la prendrez par les épaules et je l'étranglerai. Après ça, il faut que j'ai l'air d'être une victime. Vous me ligoterez et vous me ferez une écorchure au gras du bras, à un endroit où la cicatrice ne gêne pas trop pour me décolleter. Je vais voir à pas de l'égout si l'on ne vient pas par là. Elle sort. Pauvre mignonne, je te ligoterai, et je te tuerai toi aussi. C'est l'ordre de la société des étrangleurs, qui te trouve un peu bavarde, et qui veut économiser ta commission. Un crime entraîne un autre crime.
C'est assommant. C'est pour ça que n'importe quelle place de ramasseur de boue, je l'accepterai tout de suite, pour en finir avec ce métier écœurant et déshonnête. La comtesse quitte la chambre de Benoît. Elle sera ici dans un instant. Enfin! Un détail. On ne cherche pas à faire disparaître le cadavre? Mais non, voyons. Nous laissons toutes les traces du crime. C'est pour ça que je suis obligé de vous ligoter. Et puis moi, je ne sais pas faire disparaître les cadavres. J'ai toujours été un peu désordre. Je pensais qu'on aurait pu les découper en morceaux. Je n'ai jamais su découper. Et puis, que faire des morceaux? S'ils sont petits et s'ils dépassent pas 250 grammes, on peut les envoyer comme échantillons sans valeur dans différents bureaux de poste. C'est impraticable. D'abord, d'après ce que je t'ai de la comtesse, c'est une femme qui, sans vêtements, doit faire dans les 120. Allez donc ficeler 240 paquets. Il nous faudrait 4 employés. Non, je laisse tout ici et je vous ligote. Les ordres sont d'ailleurs formels. La voici qui vient. Je me dissimule. Il passe à gauche derrière un paravent. Florestine, je me déshabille. Madame, Elle lui retire son corsage. La comtesse apparaît bras nus. Oh, que vous avez les mains froides. Quand j'ai quitté la route, j'ai suivi le ruisseau, et j'étais aux écoutes, et chantant les oiseaux. Florestine passe à gauche, cherche une mantille. S'adressant au grand Bibi. c'est maintenant. Attends un peu. Le prince de la plaine, parmi les arbrisseaux, apportait la verveine aux dames du château. Qu'est-ce que vous avez à trembler comme ça, Florestine? Vous n'êtes pas malade? Florestine fait non de la tête sans pouvoir parler. Chantez la ridoucette, la ridoucette. Il faut que je chante pour rassurer ce pauvre Benoît, qui ne me croirait plus vivante. Florestine s'adressant au grand Bibi. Ça me sent pas bien. Si on faisait ça une autre fois. Veux-tu te taire? Allons-y, tout de suite. La comtesse chantant pendant que le grand Bibi s'avance derrière elle. Il arrive et s'élance au perron du château. Le grand Bibi lui prend les épaules pendant que Florestine lui saisit le cou. Il dit à Florestine. Continue la chanson. Florestine chante tout en serrant le cou. Ah, c'est toi, ce balance, la fleur de l'arbriseau. Sentons la ridoucette doucin. Sentons la ridoucette, la chanson du matin. Elle a les jambes raides. Elle ne bouge plus. Au coffre-fort maintenant. Où est le mot? Florestine prenant le papier dans le corsage de la comtesse et lisant. Coco, Le grand Bibi va dans la salle à côté, suivi de Florestine. La comtesse seule, se relevant au bout d'un instant. Ce qu'il y a d'admirable, c'est que ça prend toujours avec les étrangleurs. Aussitôt qu'on raidit les jambes, ils nous croient mortes et ils nous lâchent. Ils sont en train d'ouvrir mon coffre-fort dans la chambre à coucher et emporter tous mes bijoux, qui sont faux. J'ai trouvé complètement inutile d'immobiliser 800 000 francs de bijoux. Je les ai vendus et j'ai acheté des terres à la place. Et on m'a fabriqué pour presque rien de très beaux bijoux, faux, mais qui font le même effet. Prenant un revolver dans la table de nuit. Ceci dit, remettons-nous dans une posture d'étranglé et attendons les événements. C'est égal. Je crois que je me séparerai tout de même de ma femme de chambre. C'est ennuyeux de renvoyer les gens, mais elle comprendra. Le grand Bibi et Florestine entrant avec les écrins. Eh bien, la récolte n'a pas été mauvaise. Et puis j'ai trouvé à côté un chapeau très convenable. Et un par-dessus tout à fait batte. Me voilà monté pour la saison.
Florestine voit le divan et se cache les yeux. Oh, cette femme! Ne la regarde pas. Elle m'a bien durement enlevé, mais maintenant qu'elle n'est plus là, je ne lui en veux plus. Un jour, ce qu'elle m'a attrapé, soi-disant que je lui avais chipé un corsage. Je ne lui ai jamais chipé des faits. Je lui ai chipé qu'une bague, en brillant, qui lui venait de sa mère. Je l'ai donnée à la mienne. Comment se fait-il qu'avec un coffre rempli de bijoux, elle ne se méfiait pas plus que ça d'être raflée? Elle avait un revolver dans sa table de nuit. Elle le croyait chargé, mais il ne l'était pas. À la place des vraies cartouches, j'y ai mis des cartouches à blanc. Dis donc, grand Bibi, est-ce qu'elle ne va pas m'apparaître dans mes rêves, comme les victimes que tu disais? Non, tu n'auras pas de mauvais rêves, je te le garantis. Écoute, je ferais tout de même bien de m'en aller avec mon bagage. Mais auparavant, il faut que je te ligote. Je vais faire semblant de t'étrangler. Je vais tremper mes doigts dans la cendre pour bien les salir. Et je vais te les marquer sur le cou. Attends. Florestine s'étend sur un fauteuil, masquée à la comtesse par le grand Bibi. Dis donc, tu veux pas me faire mal au moins? N'aie pas peur. Il lui met les doigts autour du cou. Dis donc, il me semble que tu serres. C'est pour bien marquer les doigts, mon enfant. Dis donc, La comtesse, qui a suivi cette scène avec effroi, presse sur une trompe d'auto et la cache rapidement sous le coussin. Le grand Bibi lâche Florestine et se lève effaré. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, Une auto dans la chambre d'à côté. ce n'est pas possible, c'est dans la rue. Mais sans cette automobile, tu serais à m'étrangler? C'était pour te faire peur. Et en admettant que je l'ai fait pour de bon, je le referai plus. J'ai entendu la trompette du jugement dernier. Quand on a mon âge, et quand on en est à son 38e crime, on commence à avoir de la religion. Attends, encore du bruit? Oh, je n'aime pas cette maison-là. On est dérangé à chaque instant. Moi, pour travailler, il me faut de la solitude. C'est le vieux Benoît qui fait sa ronde. Éteins! Entre Benoît, très courbé, avec une bougie et un pistolet à la main. Qu'est-ce qu'il a à marcher comme ça? Est-ce qu'il cherche une pièce de 10 sous? C'est un très vieux vieillard, ne plaisante pas. Tu ne m'as pas regardé? Jamais je ne manquerai de respect à un vieillard. J'en ai tué quelques-uns quand l'occasion s'est présentée, mais jamais je ne me suis moqué d'eux. S'approchant de la comtesse. J'avais cru entendre du bruit, mais je me serais trompé. Elle dort paisiblement. J'avais pris un vieux pistolet à bière. J'espère bien ne pas avoir m'en servir. Le grand Bibi à Florestine. Souffle-lui ça camoufle. Moi je vais lui placer ça dans le dos. Un crime? Nous sommes sur une pente terrible. On ne peut plus s'arrêter. Elle souffle la lumière. Au moment où le grand Bibi va frapper le vieillard, la comtesse presse la trompe d'auto. Benoît tourne le bouton de l'électricité. La comtesse est debout sur le divan, ayant à la main la trompe d'auto. Ah! Ah mon Dieu! Mon Dieu! La morte qui joue de la trompette! Oh! Quel chichi! C'est assommant de travailler dans des conditions pareilles. Ce vieux centenaire va payer pour tout le monde. À Benoît. Votre pistolet, tout de suite. Vous voulez mon pistolet? Pour le diriger contre moi? Allons, donne! Il prend le pistolet et le braque sur le vieillard. Vous allez voir l'héroïsme d'un vieux serviteur. C'est un vieux pistolet qui ne marche pas et qui va lui éclater dans la main. Tu vas mourir!
Tirez! Mais tirez donc! Le grand Bibi tirant et lâchant son pistolet. Aïe! Qu'est-ce que c'est encore que cette blague-là? J'ai la main droite abîmée pour 15 jours. Tombant, découragé sur le fauteuil. Non, non, c'est humiliant. Une femme, 2 femmes que je voulais étrangler et que je manque. Un vieux débris qui n'a plus qu'un reste de vie et que je ne peux pas arriver à achever. Je suis un homme fini. Ne décourage pas, Bibi. T'as ton surin et ta main gauche. Tu peux y faire leur affaire à tous les 2. Ah, tonnerre, ça ne va pas traîner. Le comte, entrant avec un pistolet à la main, suivi de 2 serviteurs. Oh, je le savais bien qu'il y avait un homme chez la comtesse. Et mon absence n'était qu'une ruse. Meurs! Il retire un coup de pistolet. Le grand Bibi tombe. Florestine se jette sur son corps. Ah! Cruel patron! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, singe implacable? Quelle monstrueuse erreur! Quelle monstrueuse erreur! Ce pauvre garçon n'a jamais flirté avec votre femme. Il venait ici simplement pour l'assassiner. Ah, pauvre grand Bibi! Quelle fin tu fais! Toi, que jamais, parce que tu étais sanguinaire, et d'où te voilà disparu de ce monde. Elle pleure et se jette sur sa poitrine, simplement. D'ailleurs, il n'est pas mort. Il respire, comme un bœuf. La balle s'est aplatie sur son portefeuille. C'est égal. C'est triste d'avoir eu tous ces ennuis avec ces victimes embêtantes. Et que monsieur vienne encore m'accuser de faire de vilaines choses. Tu es sauvé! C'est l'essentiel! La balle s'est aplatie sur la photographie de ma maman. Florestine regardant la photographie. Oh! Vénérable femme! Avec sa coiffe bretonne! La coiffe des femmes de l'Agnon. La coiffe des femmes de l'Agnon. Une femme de 50 ans ou moins. Dans ces eaux-là. Une croix d'or sur la poitrine. Tu l'as dit. Le comte, maîtrisant son émotion. Pardonnez-moi, comtesse. Ceci se passait avant que je vous ai connu. Un voyage en Bretagne. Une aventure. Donnez-moi cette photographie. Florestine la lui passe. Oh, ma belle jeunesse. Mais ce n'est pas elle. J'aurais dû m'en douter. Car, autant qu'il m'en souvient, l'enfant était une petite fille. Une petite fille? Mais je suis une enfant abandonnée. Ce n'est pas vrai. Ça ne prend pas. Le comte à la comtesse. Je ne peux pas livrer à la justice cet homme en qui j'ai failli tuer mon enfant. D'ailleurs, à quoi ça servirait-il de nous punir? Il nous faut plutôt nous moraliser. Je suis dégoûté du crime. Oh, moi aussi. Nous allons monter une petite boutique de cartes postales à Grenelle avec nos petites économies. Et voici la fin de cette comédie sur Open Your Mind. Dans le rôle de la comtesse Mylène. Dans le rôle de Florestine Boudebois. Dans le rôle du grand Bibi, Néné. Dans le rôle de Benoît et le comte, la déesse. Et un grand merci tout particulièrement à notre nouvelle donneuse de voix, Mylène. Vous pouvez laisser un gentil commentaire pour vous abonner. Merci. Merci.